Exécuté par qui? Fabrice Florent. Salut Maud. Salut. On était en train de faire l'épisode, c'est-à-dire que c'est le grand classique on était en train de parler de ce dont on allait parler et moi je lui disais vas-y viens on enregistre là plutôt. Et je t'en mode oui mais il y a ça aussi. Oui mais attends et puis machin, non vas-y viens on enregistre. On va parler cette semaine de passer de l'idée à comment on se lance. C'est-à-dire le grand saut dans le vide, quoi. Le grand pas, le pas qui fait toute la différence. Très belle imitation avec éloignement de micro. Je suis professionnel ou je suis pas professionnel? Ouais, très professionnel. Magnifique. Donc, je vous invite à aller écouter l'intro de ce hors-série de podcast pour nous entendre, nous présenter. Maud, tu es toi-même autrice d'un magnifique best-seller. On dit best-seller. Hein. On dit best-seller. Qui s'appelle Mon Marais. Mon mari. Qui est sorti en France, qui a Toncar et qui la sort dans plein de pays, qui est déjà sorti dans plein de pays, qui la sort au UK et aux US cet été. La meuf, excusez-moi, s'est fait chroniquer par Oprah Winfrey. Tu vas faire quoi maintenant? Je vais lâcher ce micro. Voilà, boum, mic drop. Et donc on va discuter ensemble de la façon dont on a monté et dont on a bâti notre succès entre guillemets dans le temps, parce que c'est un peu l'idée. Et là effectivement, on parle ensemble de passer de l'idée dont on a parlé la semaine passée à se lancer dans le vide. Je vous refais pas l'imitation. Est-ce que il y a eu un déclic pour toi pour te lancer? Non. Dommage. À la semaine prochaine. J'aimerais beaucoup dire que oui, qu'il y a eu un jour où j'ai eu un déclic et que ça a changé ma vie. Non, je pense qu'il y a eu quand même ce jour assez fou dont je me souviendrai toute ma vie, le jour où j'ai eu l'idée. On en parlait dans l'épisode précédent où je me suis dit j'ai vraiment envie d'écrire ça. Ah là là, l'histoire de cette femme, ça m'a vraiment chamboulée, mais il n'y avait que le temps pour me montrer et me prouver si cette idée allait tenir dans le temps. Donc il n'y a pas eu un côté du jour au lendemain. Ok. Je vous invite vraiment à aller écouter l'épisode de Maud dans l'histoire de succès pour comprendre un petit peu comment tu t'es bâti aussi, comment tu as bâti globalement ton j'allais dire je cherche une image que j'ai pas, mais comment tu t'es musclé en fait, tu vois, t'as musclé ton ambition d'autrice, parce que j'imagine que ça commence par là, pendant des années. Exactement. En fait, on en parlait justement un peu hors micro, et c'est un peu vertigineux comme question, mais est-ce que c'est pas aussi une question de personnalité? C'est quoi la différence, je veux dire, entre quelqu'un qui a des rêves et quelqu'un qui va les réaliser? Parce que j'imagine que tout le monde a des envies, tout le monde a des rêves, et dans plein d'aspects. Moi par exemple je me dis oh là là j'aimerais bien passer plus de temps à repeindre chez moi, à faire des choses moi-même, etc. Bon je le fais pas. Mais par ailleurs quand je me suis dit j'ai vraiment envie d'écrire un premier roman, je l'ai fait. Donc je pense que ça dépend vraiment des sujets, et il y a plein de domaines où on va placer son ambition, mais voilà, c'est quoi la différence? Pourquoi quelqu'un va dire moi j'ai trop envie de montrer ma boîte, oh ouais trop bien, et quelqu'un comme toi va le faire, et le faire sur le long terme et la faire grandir? C'est quoi en fait ce petit truc dans la personnalité, ce besoin bizarre aussi de prouver des choses, enfin cette espèce aussi de gouffre les névroses, hein, on peut. Voilà. Merci nos parents, hein, j'ai envie de te dire, ça fait plaisir. Mais il y a de la névreuse, et il y a quelque chose un peu d'existentiel aussi au fond dans pourquoi on se lance et pourquoi je vais me casser la tête pendant 3 ans à commencer ce roman et à le finir quoi qu'il en coûte, j'ai envie de vous dire. Est-ce que pour toi il y avait une question de laisser une trace? Non. Ok. Je crois pas. Okay. Non, parce que j'ai vraiment l'idée que l'écriture est très éphémère, surtout dans la publication actuelle. Et j'ai fait des études littéraires, j'ai lu beaucoup de grands textes. Et donc, ça remettait un peu en perspective. Pour moi, c'est un livre sorti en 2021 qui est l'écho d'un monde littéraire à un instant T. Mais je crois pas vraiment que l'écrit va rester... Ok. Non, tu vois ce que je veux dire? Il y a plein d'écrits qui restent. Hein. Oui, mais je vois à quel point c'est une infime partie de la production littéraire. C'est-à-dire que peut-être qu'on lit encore Victor Hugo, mais il avait plein de petits contemporains qui vendaient plein de livres
et qui était très appréciée et dont on se souvient absolument pas. Et je trouve ça hyper ok. Enfin, je suis très à l'aise avec cette idée. Donc pour toi, pas vraiment de déclic en dehors de ok, j'ouvre un fichier Word et je vais me lancer dans l'écriture, quoi. Ouais. Ok. Parce que, en fait, le déclic, il y a ce côté jour au lendemain, alors que j'ai l'impression que c'était plutôt sur le long terme. J'avais écrit plusieurs pages d'autres sujets, et puis c'est revenu, et puis après j'ai eu cette idée, et puis j'ai recommencé. Et donc, il y a ce côté un peu, il faut... C'est ça ton déclic, finalement. En fait, c'est avoir le déclic tous les jours. Enfin, c'est bête, mais il y a ce côté où il faut... on va reprendre le marathon, il y a ce côté, ce déclic. Ok, je vais faire un marathon, ok, super. Mais en fait, il faut qu'après, tous les samedis matins, tu te lèves pour aller t'entraîner. Donc c'est plutôt, j'aime pas la notion de déclic, je pense que c'est plutôt la notion de volonté. C'est où est-ce que j'ai su un jour que j'avais la volonté de le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, dans 3 ans, continuer à travailler sur ce projet alors que je pourrais aller boire des verres ou faire un footing. Ou faire un footing. Oui, ou faire plein d'autres choses, je veux dire. Ou repeindre ton salon. Ou repeindre mon salon. Donc c'est plutôt d'où ça vient cette volonté en fait. Okay. Plutôt. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah écoute, je suis très d'accord avec ça. Et pour moi, de mon côté, pour raconter un peu mon expérience, moi, il y a eu un vrai déclic. Et en fait, quand j'y repense maintenant, je me dis que c'était pas vraiment un déclic qui m'était sur lequel je reposais totalement. Et ça me fait un peu peur aussi sur la façon dont je finis par m'adapter parfois à ce qui se passe dans mon entourage, et finalement c'est aussi une façon comme une autre, hein. Tu finis par réagir toi-même à ce qui se passe dans ta vie, ou à ce qui se passe parce que d'autres font des trucs dans ta vie et que tu décides toi de réagir. Mais je me souviens pertinemment que donc j'étais salarié depuis 7 ans, et ça commençait à faire un peu long. Mais pour moi c'est un peu déjà il y a plein de gens qui disent que 7 ans c'est des cycles, tu vois, donc généralement les cycles font 7 ans. Et je sais que j'avais toujours cette idée de vouloir monter ma boîte, je le racontais dans l'épisode précédent, mais ça commençait à être un peu long et à faire un peu de plus en plus peur, parce que on venait d'acheter une maison, parce que on avait un projet de faire des enfants, parce que, enfin tu vois, il y a plein de choses qui venaient s'accumuler, où tu sens qu'il y a un peu le poids des responsabilités, le poids de la vie adulte, etc. Et que c'était sans doute un peu moins léger que 3, 4, 5 ans auparavant, quoi. Et d'ailleurs, je me souviens pertinemment que en vrai, dans cette boîte, je me suis amusé pendant 3-4 ans, et en fait, les 3-4 dernières années, j'avais envie de partir, mais j'osais pas. Et je me souviens très bien que mon manager à l'époque, qui est devenu mon associé après, qui était mon meilleur ami, etc., lui, il était très fort aussi pour m'appuyer sur les boutons de la peur, tu vois, et qu'il me disait, mais en fait, qu'est-ce que tu vas faire, et machin, alors que lui-même avait été entrepreneur, mais il avait été entrepreneur et ça avait été compliqué pour lui. Donc je crois qu'il y avait aussi une projection de sa part de, t'es sûr que t'as vraiment envie de faire ça parce que ça va être chaud? Et ça a été chaud par plein d'aspects, mais ça a été génial aussi par plein d'autres. Et ouais, en fait, il y a une restructuration, dans la boîte. Et en gros, Denis, qui était mon chef à l'époque, n'était plus mon chef. Et je me suis retrouvé avec un autre gars à ma tête. Et en fait, je me suis dit, ça peut être sympa et tout, mais pour moi, c'est surtout un peu le wake-up call, tu vois, il faut changer, il faut partir, c'est le moment ou jamais, et let's go, quoi. Et en fait, j'avais tellement peur, mais globalement, on va sans doute parler de peur là beaucoup dans cet épisode, c'est que j'avais tellement peur que Denis me trouve les bons mots pour me retenir, que j'ai fini par démissionner un jour où il était en déplacement, parce que j'ai envoyé ma lettre de démission à la DRH, et je savais que c'était fait, en fait, tu vois, et que alors c'était idiot, hein, parce que sans doute on aurait pu en parler, et j'aurais aussi pu lui tenir tête et lui dire non, mais en fait c'est vraiment ce que je veux faire, etc. Mais je savais aussi qu'il était très fort pour me faire changer d'avis et puis en fait ça dit aussi autre chose, ça dit que les gens souvent ils ont peur, ils vous projettent leur peur sur vous, et ça c'est un vrai truc dont il faut se méfier vraiment à tout bout de champ. Donc ouais, j'ai démissionné ce jour-là, et quand il est revenu, je me souviens très bien d'ailleurs que j'ai même pas osé aller lui dire, parce que je lui ai dit, j'avais vraiment une posture un peu d'enfant par rapport à lui à l'époque, parce qu'il était 15 ans de plus vieux que moi et tout. Je me souviens vraiment que j'étais jeune, hein, j'avais 27-28 ans. Je disais, mais en fait, si j'y vais, il va me faire changer d'avis, quoi, si je vais le voir. Et je voulais surtout pas, c'était le moment ou jamais. Et je l'ai aussi monté ça avec l'aval total et le soutien total de ma femme à l'époque, qui était à fond et qui disait non mais c'est le moment, il faut que tu y ailles, quoi. Et ça aussi c'est un vrai truc, c'est hyper important d'avoir
ton environnement qui te soutient, en tout cas ton environnement très proche. C'est important d'avoir, si vous êtes en couple, moi je trouve vraiment que c'est hyper important d'avoir ta moitié, ta amie, ton compagnon, ta compagnonne qui te soutient, parce que si c'est pas le cas, c'est dur. C'est ton cas ? Non, je lève la main parce que j'ai levé la main comme une bonne élève parce que ça me bouleverse ce que tu dis. J'ai vraiment envie de pleurer. C'est venu comme ça. Parce que la question des proches, quand tu as un projet long, elle est genre tellement centrale. Et en même temps, j'ai envie de dire que c'est aussi une flamme qui est à l'intérieur et que il faut trouver En fait, tu trouveras toujours quelqu'un pour te décourager. C'est-à-dire que c'est aussi facile, entre guillemets, de dire « Ah, mais oui, mais mon frère, mon père, mon mec ont peur ou voilà, projettent leur peur. Bon, bah, je l'ai pas fait. » Et ça, je l'ai beaucoup entendu, de gens qui disent « Ah, j'aurais écrit mon livre, mais je sens bien que... » Et donc, et même moi, je le sens très très fortement en ce moment, c'est pour ça que ça me touche pour mon deuxième, où je sens que quoi qu'il arrive, en fait, la foi que j'ai dans ce deuxième livre, elle ne peut venir que de moi. C'est-à-dire que oui, j'ai beaucoup de soutien, mais en fait, j'aurais jamais assez de soutien. Je sais pas comment dire. Tu vois, il y a jamais aucun mot qui sont assez forts pour m'encourager. Il y aura toujours j'aurais toujours besoin d'y croire plus fort que tout le reste. Je peux pas chercher la motivation en dehors de moi, clairement. Parce qu'il y aura toujours une petite remarque. Par exemple, si je refais relire mon texte à quelqu'un qui va me blesser, ou enfin pas qui va me blesser, mais où je vais me dire il trouve pas ça aussi bien que je voudrais qu'il trouve ça bien, même si on me dit c'est génial, tu vois, oui mais t'as pas dit que enfin bref, tout ça pour dire que c'est aussi facile enfin pas facile mais tentant de voir tout ce qui ne nous encourage pas à le faire versus de aller chercher justement dans le regard de ceux qui vont nous porter. Et quand j'ai écrit le premier, mon amoureux de l'époque était vraiment un soutien, dans le sens où il avait jamais lu une ligne, il ne savait pas à peine de quoi ça parlait dans mon souvenir, mais il me disait je sais que tu vas aller au bout, je crois tout à fait en toi, et je suis allée chercher ça. Et bien sûr qu'il y avait d'autres personnes qui soit regardaient ça un peu de haut, parce que c'est aussi ah oui bon elle écrit un livre, oui c'est ça, c'est cela, oui tu vois, mais justement, tu vois, il y avait un côté un peu œillère et regard, et tu sais, t'es genre face à un mur d'escalade et tu cherches des prises et il faut que tu te concentres sur les prises qui sont là, et c'est le regard bienveillant de mon amoureux de l'époque, c'est des amis de mes parents que j'aime beaucoup, à qui je disais un été où je suis partie à la montagne pour écrire avec mes parents qui étaient en vacances et qui m'avaient dit, j'étais en mode oui bah j'essaie d'écrire un livre etc, et ils m'avaient juste une petite phrase en me disant mais te connaissant ça va être super, ils avaient jamais lu une ligne, qu'est-ce qu'ils en savaient, mais tu vois, de voir la confiance dans le regard, bah c'était une prise d'escalade où je suis en mode ok et je continue à monter. Mais c'est aussi tellement facile de se laisser juste tomber dans le vide parce que t'as un associé qui projette ses peurs, parce que quelqu'un va, par exemple, tu vas dire oui j'ai le projet de monter cette boîte et qui va te dire ah oui, mais qui va pas trouver ça génial tout de suite, ou à qui tu vas refaire lire un chapitre et qui va dire ah ok c'est cool, mais il va pas te dire ah c'est incroyable. Enfin c'est voilà, donc enfin la question des proches je la trouve vraiment pressante, et en même temps plus le temps passe plus je me dis mais en fait tu ne peux pas dépendre des autres, il faut que ça soit à l'intérieur parce que sinon tu vas juste t'écrouler. Bah, moi quand j'ai annoncé à mon père que j'étais en train de monter Mademoiselle, il m'a dit mais tu veux dire que tu quittes un CDI pour te lancer dans une boîte et c'est quoi d'ailleurs, c'est un magazine féminin, c'est ça? Un livre Bah bien sûr, et en fait je le comprends parce que sur le moment lui il s'est accroché à son CDI et que ça a été un vrai truc, la sécurité etc dans sa vie, il faut surtout mettre de côté. Et à l'époque en plus quand je lance Mademoiselle, il y a plein de gens qui m'ont dit mais qu'est-ce que t'es en train de foutre quoi, tu vois. C'est ces mêmes gens là qui sont venus après me dire waouh c'est génial ton truc 10 ans plus tard, parce qu'effectivement 10 ans plus tard ça avait ton quart. Et en fait faut en tout cas, moi, je suggère de ne pas avoir de rancœur par rapport à ça. Ah non, pas du tout de rancœur. Mais il y a vraiment ce côté, tu sais, où je vois vraiment, et là, je suis en plein dedans en plus, faut t'accrocher très fort. Et en fait, savoir que ton plus grand soutien, ça sera toujours toi-même. Et que c'est ça aussi qui est particulier, je pense, dans les projets longs par rapport à plein d'autres choses dans la vie. C'est qu'en fait, c'est toi le capitaine. C'est toi qui mènes la barque.
et que à la fin il faut vraiment être solide sur ses deux pieds parce que il y a ton père qui va te regarder en disant quoi, c'est quoi, parce qu'il y a des gens qui vont dire ah mais attends, mais publier un premier roman c'est hyper dur, mais tu sais qu'ils reçoivent 5000 manuscrits par an, ils en publient un, mais c'est impossible. Ah mais tu sais, moi je connais une très bonne copine à HEC, elle avait écrit 3 manuscrits, elle n'a jamais publié aucun. Ah mais t'auras toujours beaucoup de gens pour te donner des exemples de choses qui fonctionnent pas. Donc, ah, mais attends, mais le deuxième, ah non, mais en fait, si le premier a marché, le deuxième, ça va être forcément moins bien, hein. Non, mais tu verras, ah non, mais t'attends pas à reproduire le succès, c'est impossible. Donc, en fait, si t'écoutes ça, il faut vraiment être là, genre, ok, je vais droit devant, et je prends l'amour là où il est, mais en fait, le plus grand, il n'y a rien qui remplace le fait d'y croire. Et voilà, et demain tu vas ouvrir ton café, il y aura toujours quelqu'un pour dire ah non mais en ce moment hyper compliqué, non mais tu sais que c'est pas du tout rentable d'ouvrir un café, ah mais tu sais que, et tu sais que, et tu sais que. Donc je pense que dans le lancer, il y a aussi ce côté être assez sûr de soi pour faire le premier pas en fait, parce que personne peut le faire à votre place globalement. Et surtout une fois que t'es tombé dans le vide, t'es tout seul avec tes sensations et tes émotions, quoi. Donc ça marche très bien. On peut peut-être en profiter aussi pour dire aux gens, arrêtez de projeter vos conneries sur le reste des gens qui sont en face de vous, et peut-être demandez-vous pourquoi vous êtes en train de faire ça, pourquoi vous êtes en train de venir partager toutes vos peurs comme ça à la personne qui est juste en train de se lancer et qui n'attend peut-être de vous qu'un petit soutien ou en tout cas un mot sympa. C'est une bonne question à se poser, je trouve, pour avancer soi-même dans sa propre vie. Et je pense le pire, c'est que ça vient d'un sentiment plutôt en général bienveillant. Oui. C'est ça le pire. C'est plutôt de la protection. En disant ah mais attention, enfin tu vois, on voit avec mes étoiles plein les yeux, on dit oh là là ma petite cocotte, tu sais l'écriture on peut pas en vivre, hein. Ah mais tu sais l'écriture c'est compliqué, et c'est une manière aussi de me protéger. Mais je suis d'accord avec toi, c'est une amie m'avait dit ça. Elle m'avait dit mais ça c'est ce qu'on te dit après coup. C'est-à-dire que tu essaies, tu te plantes. Oui, là je veux des amis pour me dire ok, tu sais c'est très compliqué, ça marchera la prochaine fois, et pour me faire un chocolat chaud et me prendre la main. Mais c'est pas un truc que tu dis avant, je trouve. Bref. Je peux peut-être placer ici, parce qu'on parle beaucoup de peur depuis tout à l'heure, mais en gros, j'ai fait une petite vidéo là-dessus sur comment faire pour gérer sa peur. Et pour moi, il y a un truc incroyable que j'ai appris il y a genre 2 ans dans un stage génial. En fait, derrière chaque peur, il y a un désir. Alors déjà, on peut commencer plus simple, mais en gros, le fait d'avoir peur te coûte la vie, parce qu'en fait, ça t'empêche de faire plein de trucs. Si tu réfléchis bien, tu vas te rendre compte que derrière chaque peur, il y a un désir caché, et que souvent ce désir il est très caché, et qu'en fait si tu décides de te focaliser sur le désir plutôt que sur la peur, en fait tu vas t'inventer une vie. Et alors je sais que ça fait phrase de grand gourou comme ça, mais en fait c'est vraiment un truc moi que j'ai switché depuis quelques années dans ma vie, et qui est trop intéressant, parce que de ce fait-là je me focalise plus que sur les trucs que j'ai envie de faire, sur les désirs, plutôt que sur les peurs. Et tous les trucs qui me font peur, je me dis juste ok, c'est quoi le désir que dont tu as envie derrière. Et tu vois, je sais pas, par exemple, toi, t'avais peur de te lancer dans l'écriture ? Non. La meuf était déterre. Non, j'avais peur de beaucoup de choses, mais pas de me lancer. Je suis plutôt une angoissée dans le sens, ah là là, c'est pas bien, ça peut être bien, il se passe pas assez de choses. Là, je me pose beaucoup de questions, mais il y a beaucoup de questions autres que je me suis jamais posées. Et pardon, je te fais peut-être un peu dériver. Pas du tout. Mais dans les ateliers d'écriture que j'anime, il y a souvent beaucoup de peurs qui reviennent, et c'est toujours un peu les mêmes. Et j'ai eu la chance d'être un peu épargnée de certaines de ces peurs, et d'avoir en fait une bonne dose d'insouciance de ce point de vue-là. Mais par exemple, les questions, c'était mais alors pourquoi moi j'écrirais un livre alors qu'il y a tellement de bons livres ? Pourquoi j'écrirais ? Tu parles de questionnement inutile, c'est ça ? Ouais, c'est un peu méchant, mais c'est ce que je leur dis un petit peu. Ils me disent mais oui, mais il y a eu Proust, alors pourquoi j'écrirais un livre ? Donc je suis ok. Ah mais moi j'ai aucun talent, donc pourquoi j'écrirais ? Ok. Mais moi j'ai rien à raconter. Bon, ok. Bah oui, mais c'est nul ce que je fais, je me relis et c'est nul. Et en fait je me dis ok. Mais en fait c'est un petit peu, inutile. C'est-à-dire qu'il y a des très bonnes questions à se poser quand on écrit, c'est comment améliorer son texte ? Parce que, en fait, la première version va forcément être maladroite et un petit peu nulle, on va pas se mentir. Et donc, la question, c'est comment je fais une V2 un peu mieux, et puis une V3 un peu mieux. Mais donc, toutes les peurs un peu parasites. Oh oui, quelqu'un m'avait demandé une fois, mais vous avez pas eu peur de ce que les autres allaient penser de vous si vous publiez un texte, et en particulier sur une femme qui est un peu
légèrement sociopathe, et j'étais genre je me suis jamais posé la question. C'est vrai que je m'étais pas posé la question parce que pour moi c'est chouette d'écrire un livre. Je me suis pas dit qu'est-ce que les gens allaient penser. Enfin voilà. Mais donc il y a quand même toutes ces peurs parasites, et je me disais dans ce deuxième épisode sur se lancer, on a parlé aussi beaucoup des peurs, mais il y a aussi la question de il faut se mettre au travail, quoi. Tu vois, il y a aussi beaucoup la peur t'empêche. C'est comme un peu, je vois un peu l'image, tu sais, dans un jeu vidéo où il faut passer les différentes étapes, et tant que tu restes au niveau 1 de genre pourquoi j'écrirais un texte pourquoi je vais monter ma boîte alors qu'il y a que 3% des startups qui réussissent, pourquoi en fait on reste un peu bloqué au niveau 1, et en fait au bout d'un moment il faut un peu s'y mettre, quoi. Mais c'est peut-être aussi une bonne façon de se protéger, de pas y aller. Tout à fait. De rester bloqué au niveau 1. Tout à fait. Et ce que je disais aussi beaucoup aux personnes dans mes ateliers, c'était de pas se tromper d'objectif au début. C'est-à-dire que je leur dis, le but n'est pas je veux écrire un super livre, mon but n'est pas je veux écrire un best-seller, mon but n'est pas je vais révolutionner même l'histoire de la littérature, ou même je vais écrire un très bon livre. Je dis pour l'instant, votre objectif c'est d'écrire un livre. Et donc déjà, l'objectif c'est d'écrire un texte avec un début, un milieu, une fin, et si possible une intrigue. Et déjà, champagne. Et donc quand j'écrivais, je me focalisais là-dessus, parce que parfois je me relisais, je me disais oh là là, c'est nul. Je me disais non, c'est pas la question. Je suis pas là pour juger pour le moment la valeur de mon texte. Sinon, on est reparti pour des considérations à n'en plus finir. Là, mon objectif que je me suis fixé, c'est de le finir. Donc d'avoir un perso, si possible un milieu, si possible une fin, avoir un truc qui ressemble à quelque chose. Et après, la question obsédante, qui rétrospectivement en fait était très saine, c'était comment je vais l'améliorer, ce texte. C'est-à-dire pas se dire oh là là, un chef-d'œuvre, ça devient pas du tout. Te dire bon, cool, déjà champagne, j'ai fini un texte. Qu'est-ce qui va pas dans ce texte ? Comment je l'améliore ? Ok, il manque d'action. Ok, il manque de ça. En fait, ce personnage, peut-être qu'il est trop effacé. Et au fur et à mesure des versions, améliorer. Mais donc, je pense que il y a des questions utiles, effectivement. Et il y a des questions assez inutiles. Les questions utiles à se poser quand tu écris un texte, c'est comment mal l'améliorer, quelle est exactement l'histoire que je veux raconter, est-ce que je veux que ça soit un texte long, un texte plutôt court. Enfin, en fait, la question intrinsèque de l'œuvre, plutôt ce qui est moins des questions et plus des peurs de pourquoi j'écrirais, pourquoi je me lancerais, qu'est-ce que va penser mon père, comment je vais gagner ma vie, comment. Je trouve que me poser la question de comment je vais gagner ma vie avec ce texte, alors que le texte est toujours pas écrit, même pas commencé, c'est pas tout à fait une question pertinente à se poser, et en tout cas, elle l'aide pas à améliorer son texte, quoi. Mais oui, mais en fait, pour moi, on parle d'argent parce que j'ai un podcast qui s'appelle Histoire d'argent et que je l'adore, c'est mon chouchou. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu focalises sur l'argent, c'est que il faut que tu ailles chercher c'est quoi le désir qu'il y a derrière. Et pour moi, tu as un désir de sécurité. Donc, comment tu fais pour faire en sorte de remplir ce désir de sécurité ? Qu'est-ce que ça dit de toi aussi ? Enfin, tu vois, je crois qu'il y a aussi des trucs à démêler par rapport à ça, par rapport au fait avant de te lancer dans le grand bain, quoi. Mais c'est marrant parce que tu vois, plus on en discute, plus je me rends compte à quel point il y a des choses qui paralysent et au contraire des choses qui me poussent en avant. Et que je dis souvent, en fait, les vraies questions du texte, elles se posent en écrivant. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas un texte dans sa tête. Donc si là, le thème de l'épisode, c'est se lancer, pour un livre, par exemple, c'est d'écrire un premier chapitre. Et souvent, on a des questions à l'avance, des questions a priori, en disant « Oui, je voudrais écrire cette histoire, mais en fait, est-ce que cette histoire, elle est pas trop comme ci, trop comme ça ?» Je suis en mode « Mais commence à l'écrire. » Et dans 99,9% des cas, les questions que tu te poses avant de t'y mettre, c'est pas du tout les questions que tu te poseras une fois que tu auras écrit le texte, où tu te diras « Ah, en fait, non, ça, c'est pas eu un problème. » Mais en fait, le problème, c'est ça. Et donc, je pense que c'est important, plus le temps passe, quand on se lance dans un projet long, plus il faut alimenter son moulin de questions qui sont réelles et concrètes. Donc ça veut pas du tout dire ne pas avoir de peur, genre être aveugle au retour, être aveugle à ce qu'on fait, mais plus se poser des questions sur demain je veux monter ma boîte, est-ce que ça fonctionne, mais enfin mince, ça j'avais pas réfléchi à ça, là, plutôt que des questions a priori très kantiennes, a priori de la réflexion, en dehors de l'expérience, juste des questions a priori de mais est-ce que je vais pas être comme si, est-ce que je vais être perçu comme si, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va pas être bien. Très important, hein. Moi, pour parler un peu de mon expérience, je me rends compte en fait que j'ai quasiment pas eu de questionnement inutile parce que j'étais pas très conscient. C'est-à-dire que j'étais tellement convaincu de mon truc que j'ai juste foncé et j'étais sûr et certain que ça allait marcher, et j'avais une forme de vision aussi, tu vois, derrière tout ça, qui était je vois à peu près là où je veux aller et je vois à peu près à quoi ça va ressembler et comment faire pour
pour l'amener là où il est devenu, ce qu'il est devenu 15 ans plus tard. Pas forcément sur le moment, mais en tout cas, il y avait une vraie volonté de le faire grandir au fil de l'eau. Et là où aujourd'hui, j'ai la sensation que je suis un peu plus conscient de tout ça et un peu plus... en fait, finalement, j'étais un peu plus tranquille quand j'étais un peu imbécile heureux, si tu veux, au tout début de Mademoiselle. J'ai rencontré un gars qui voulait se lancer dans un média et qui m'a proposé, suggéré, tu vois, qu'on s'associe et tout. Et il a commencé à me parler pendant 1 heure de son truc et je lui ai dit mais je crois pas que je suis le bon associé parce que je vois tous les red flags en fait dans ce que tu es en train de me raconter. Et ça, en fait, je crois que si je m'étais rencontré moi au début de Mademoiselle, peut-être que je l'aurais pas fait parce que j'ai pas envie de te foutre des bâtons dans les roues sur des trucs qui sont moi-même sur lesquels j'ai peut-être moi-même je me suis pris les pieds dans le tapis ou j'ai pas réussi, alors que toi peut-être que tu vas y arriver avec un œil tout neuf. Et tu vois, j'ai préféré juste dire je crois pas que c'est trop de red flag pour moi quoi, tu vois, et je sais pas comment. Il faut juste que tu vis ta vie, fais ton truc. Peut-être tu vas te péter la gueule, peut-être que tu vas réussir mieux que moi sur des trucs sur lesquels j'ai échoué. Et après tout, pourquoi pas, quoi. Mais ouais, tu vois, il y a un peu... J'ai moins cette innocence-là aujourd'hui, quoi. Qui parfois me manque un peu. Mais en même temps, qui me sert par plein d'autres aspects. C'est vrai qu'il y a une espèce d'insouciance qui est assez fondamentale, mais qui revient peut-être à notre épisode précédent sur l'idée. C'est-à-dire que quand t'es tellement porté par ton idée, et c'est pour ça que c'est important de tomber vraiment amoureux de son idée, parce qu'il faut qu'elle nous porte au-delà de tout ça, en disant « Oh là là, ça va être bien, oh là là, qu'est-ce que ça va être bien ?» Carrément. C'est quoi le premier truc que t'as fait, toi ? Écrire les premières pages. Vraiment ? T'as ouvert Word et tu t'es dit, let's go. Alors, j'ai pas ouvert Word, j'ai pris une feuille de papier. J'ai encore ces pages-là. Incroyable. Je crois que j'étais en vacances en Ardèche avec mes copains. Ils étaient au bord de l'eau, mais je te racontais la scène, c'est énorme. On était au bord de l'eau, tu sais, dans les rochers, on se baignait en Ardèche. Et je me dis, mais oui, mais bien sûr, je vais raconter l'histoire d'une femme qui est trop amoureuse de son mari. Je prends des feuilles de brouillon et j'écris les premières pages de mon mari. Et qui sont toujours les premières pages. Qui sont encore, parce qu'en fait, à un moment, elles ont bougé pour tout se dire. Je les ai mises au milieu du livre en disant, mais je vais pas ouvrir le livre comme ça. C'est un peu, en fait, il y a toujours cette question de l'intrigue pour susciter l'intérêt du lecteur. Et donc, dès la première page, quand tu dis, je suis beaucoup trop amoureuse de mon mari, je me dis, bon, il y a pas beaucoup de mystère, la Maud. Donc, je les avais bougées au milieu du texte. Et après, je me suis dit, mais en fait, non, je veux rentrer là-dedans. Bref, donc, elles ont bougé, elles ont vécu leur petite vie, mais elles n'ont quasiment pas bougé dans le texte. Donc, j'écris ces premières pages sur une feuille de brouillon. Et donc, il y avait tous mes copains qui étaient en train de sauter dans l'eau, jouer dans les rochers. Bon, ça m'a pas pris longtemps, tu vois, ça m'a pris 20-30 minutes, tu vois, j'ai écrit mes petites pages et je dis, je crois que j'ai une nouvelle idée de roman, est-ce que je peux vous rassembler tous, tu vois, sur la plage de Galets pour vous lire? Ils étaient là, ouais, ok, donc mes copains, ils s'assoient en rond, tu vois, c'est vraiment en rond, en tailleur, et je leur lis les pages et après je lève mes grands yeux en mode, alors? Et ils étaient là, ouais, c'est cool, bon, on va se baigner? Quelqu'un fume une clope et j'étais un peu, tu vois... J'étais tombée amoureuse de mon idée et eux ils étaient là, oui bon c'est cool, enfin c'est 2-3 pages quoi, enfin tu vois, ils étaient là, cool, on va se baigner, on va sauter dans les rochers. C'est là où il faut être accroché à ton idée quoi. Et c'est ça, et vraiment depuis le début, dès la première idée, il y a ce côté, j'aurais pu me dire ça leur a pas plu, peut-être que non mais moi je savais, mais c'était un bon premier pas parce qu'en même temps ils l'ont accueilli avec bienveillance, ils m'ont pas dit c'est nul ton truc, on s'en fout, ils étaient juste en mode ouais. Et donc, il y a vraiment ce côté un peu dans l'idée, je le vois avec le deuxième, quand j'ai eu l'idée du deuxième, que j'ai envoyé à mon éditrice les premières pages, elle était là, ok, cool, et donc? Et j'étais genre, mais quoi, mais personne ne s'arrête de vivre, parce que toi tu tombes amoureux de ton idée. T'avais toujours le même sentiment? Ouais. Au deuxième? Au deuxième, quand j'ai eu l'idée, j'étais en mode, et donc tu le dis aux autres, et ils sont là, ouais, ok, cool. Mais ils voient pas ce que toi tu vois, mais c'est comme quand tu tombes amoureux. Et donc, pour se lancer, tu reviens quand même à cet amour qui te met dans l'insouciance où toi, tu vas continuer, et puis tu vas te mettre au travail, quoi. Trop intéressant. Tu vas le faire. Trop bien. Moi, ce que j'ai fait pour me lancer, je crois d'abord que j'ai réfléchi au public pour lequel j'avais envie d'écrire, et ça m'est venu assez vite, ce truc de je veux écrire pour les jeunes femmes, on va dire après 18 ans, fin de lycée, jusqu'à, on va dire, le début de la rentrée, j'allais dire la rentrée d'abord ça a été rentrer dans la vie professionnelle, et après je me suis dit non mais en fait en vrai c'est le premier enfant, l'idée que j'avais quoi, donc on va dire 16-30 ans à peu près, et en fait juste après m'est venue l'idée je me suis focalisé sur faut que tu trouves un nom, parce qu'en fait le nom va déterminer tout le reste.
Je sais pas si t'avais le titre, toi, du livre tout de suite, direct. Je pensais le changer, parce que c'était mon titre de travail, mon mari, parce qu'elle dit beaucoup mon mari. Et je me disais, ouais, quand il va sortir, s'il sort un jour, il aura un titre hyper cool. Donc j'ai changé le nom en me disant, je vais l'appeler genre La passion brûle toujours, trop fort, 2 fois, je sais pas quoi. Et mon éditrice c'était là, non mais mon mari c'est très bien. Mais bref, oui, avoir un titre de travail, c'est la même chose, ça me donne mon angle et mon cap. Donc c'était mon mari. Voilà. Mon cap. Bah écoute, Mademoiselle m'est venue quasiment instantanément, où je pensais, en fait, comment je fais pour trouver un titre qui parle de ça. Et en même temps, j'avais pas envie de l'appeler Mademoiselle à l'ancienne. Et en fait, je m'étais dit, ok, tu vires le E, ça fait Mad, c'est trop bien. Ça fait moi, c'est trop bien. Tu mets le Z, c'est trop bien parce que ça amène un peu de dynamisme dans l'écriture. Ça m'est venu comme ça. En sortant du parking, tu vois, j'étais encore salarié à l'époque. Et un soir, ça m'est venu comme ça m'est tombé comme ça, quoi. Tu vois, sortais d'un parking. Je sortais du boulot et en fait, j'allais sur le parking dans ma voiture, quoi. Tu vois, ça m'est venu instantanément. Je me suis dit putain, mais c'est génial. D'abord, je m'étais dit ok, ma demoiselle. Et après, avec le temps, tu vois, je l'ai affiné. J'ai encore je dois avoir quelque part, tu vois, le cahier où j'ai bossé là-dessus à l'aéroport avant d'aller à New York, tu vois. J'avais pris une semaine de vacances et je me souviens très bien que j'ai trouvé le Mademoiselle à New York, vraiment, enfin le Mademoiselle définitif à New York, enfin à l'aéroport. Incroyable. Parfois ça vient comme ça. Et après, c'était quoi tes étapes suivantes? Parce que j'ai beaucoup dit, pour construire un texte, il faut commencer par l'écrire et pas se poser des questions abstraites, mais des questions face à ton projet. Toi, ça veut dire quoi, écrire un texte pour toi? Appliquer à ta situation. L'équivalent, après, ça a été de réfléchir à une ligne édito. Et ok, c'est quoi, enfin, de l'affiner un petit peu par rapport à la grande idée que j'en avais, et de réfléchir à un rubricage, tu vois, par exemple, parce que ça vient tout de suite expliquer de quoi va parler ton magazine. Et puis de fil en aiguille, assez rapidement. En tout cas, c'était vraiment le premier truc. C'était juste au départ, ok, à quoi ça va ressembler, quoi, tu vois, dans les grandes lignes. Mais c'était plutôt ça, ouais. Tu vois, c'était ligne édito. En gros, le public, un nom parce que le nom ça dit plein de choses. Une ligne édito, donc qui germait depuis super longtemps en fait. Tu vois, ce truc autour de, on va parler des vraies meufs de la vraie vie. Et après, on fait un rubricage, quoi, de quoi qu'est-ce qu'on va mettre dedans, quoi. Mais on est d'accord que tout ça, tu l'as écrit. C'est-à-dire que c'était pas juste dans ta tête. Non, ouais. Il y a un moment donné où faut le mettre sur le papier, quoi. C'est hyper important de le gribouiller, quoi, quelque part. Pas juste que ce soit dans ta tête. Ouais. Parce que je pense que, il y a ça qui me frappe beaucoup dans le roman. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des romans dans leur tête. Et, qui disent, il y a cette histoire auquel je pense depuis 2 ans, etc. Mais en même temps, le problème, c'est que ça parle un peu trop de ce thème-là. Et en même temps, ça va être trop comme ci, trop comme ça, trop comme ça. Je suis en mode, fais-moi lire, je te dirai. Oui. Ah, mais non, j'ai pas écrit. Et je comprends cette tentation. Mais voilà, je reviens sur ce que je disais. Mais après, une fois que tu l'as écrit, en fait, c'est d'autres questions qui se posent sur ton texte. Et donc, je trouve ça chouette que ça s'applique aussi, en fait, que tu veuilles monter ta boîte ou monter un café ou n'importe quoi. Genre, il y a un moment, tu ouvres ton ordinateur et puis tu écris. Et puis tu fais ton Excel ou tu fais ton business plan. Enfin, j'en sais rien en fonction des cas, quoi. Partager aux gens, tu vois. Pour moi, c'est aussi ça. C'est déjà pour toi et aussi pour le partager aux autres. Tant que t'as pas écrit un truc, tu peux pas le raconter de façon claire. Ou alors, si tu peux le pitcher à quelqu'un à l'oral, mais il y a un moment donné où c'est juste de l'écrire. Alors après, moi, j'ai besoin de le mettre à plat. Mais tu vois, comme là, en fait, on n'a pas vraiment crafté plus que ça ce qu'on voulait se raconter. Et moi, ça m'allait très bien, tu vois, qu'il y ait aussi une part d'inconnu et une part de YOLO, quoi. Tu vois, j'avais pas non plus besoin d'avoir, exactement un vrai conducteur pour chaque épisode. Ça m'intéresse pas non plus, quoi. Peut-être que ce soit trop rigide. Je sais pas ce que t'en penses. Non, mais j'aime bien. J'essaie de tu vois, je pense beaucoup au titre de cet épisode qui est Se lancer. Donc, je refaisais un peu le fil de ce qu'on s'est dit dans le côté on saute. Dans le vide, quelque part. Donc, qu'est-ce qu'on fait des peurs? Qu'est-ce qu'on fait des proches? Qu'est-ce qu'on fait des proches avec un regard bienveillant? Qu'est-ce qu'on fait des proches avec un regard de peur? Sauter dans le vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire de passer de l'idée à sa concrétisation, c'est-à-dire au moins écrire plusieurs pages, au moins structurer quelque chose à l'écrit, et donc de passer l'idée. Le principe d'une idée, c'est que c'est abstrait, c'est l'idéation, versus se lancer, c'est peut-être commencer à concrétiser une petite chose. Je pense au fait de peut-être
être amoureux de son idée, ce qui nous permet de nous lancer un peu en toute insouciance, en voyant le côté positif des choses, en voyant, tu vois, c'est être porté, et en même temps, pas se poser trop de questions. Enfin, je sais pas, je vois vraiment ce côté se lancer et aller dans le concret, et en se posant, entre guillemets, les bonnes questions, à savoir, ok, ça va être comment, et mes rubriques et tout ça, plutôt que juste, mais en fait, est-ce que ça existe pas déjà un peu, parce que finalement, y a telle personne qui a un blog qui parle d'un sujet similaire, enfin, je sais pas. On avait aussi noté, en tout cas, tu avais noté comment trouver le temps et organiser son temps pour son idée. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est peut-être pour l'épisode suivant. Et ça ferait une excellente transition pour dire qu'on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Où on parlera une fois que le projet est lancé, et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Et surtout, comment tenir la distance quelque part. Parfait. À la semaine prochaine. Maud. Merci à toi. Attends, j'en profite pour dire, allez suivre Maud sur Instagram. Ah, mais bien sûr. C'est Maud.Ventura. Maud Ventura, tout Maud Ventura, tout attaché. Allez hop, je vous mettrai un lien dans les notes. Allez, zou.